Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 27 mai 2019. Mais d'abord, très rapidement, j'ai besoin de vous pour un sondage. Et en particulier, j'ai besoin des personnes qui souhaiteraient potentiellement aller à WrestleMania l'année prochaine avec moi-même, donc de Catch Club, et Yann de Wrestling Clinic, dans le voyage qu'on organise ensemble. Donc pour info, pour ceux qui rejoignent la chaîne, il faut savoir qu'on avait déjà fait un voyage organisé où on a emmené 12 personnes cette année à WrestleMania 35 à New York. Et donc actuellement, on est en train de préparer le voyage pour l'année prochaine pour WrestleMania 36 à Tampa en Floride. Et on a deux options possibles par rapport au voyage l'année prochaine. En gros, le premier choix, ce serait de faire un voyage comme cette année, c'est-à-dire 5 nuits sur place à Tampa en Floride pour un voyage 100% catch. Et l'autre choix possible, ce serait de faire 5 nuits à Tampa, plus 3 nuits à Miami, plus une autre nuit autre part en Floride, pour un petit peu visiter en fait la Floride, mais donc forcément ce sera plus cher. Donc voilà, je vous laisse le sondage en haut de l'écran. Pour tous ceux qui sont intéressés par ce voyage pour l'année prochaine, c'est à vous de décider en fait quel pack vous préférez. Si vous préférez seulement y aller pour plutôt 5 jours pour un voyage 100% catch, ou pour plutôt 9 jours, mais du coup ce sera plus cher et on visite toute la Floride. Et donc Yann et moi on suivra les résultats du sondage, et pour info concernant les inscriptions, je vous donnerai toutes les informations normalement le mois prochain. Donc comme pour l'année dernière, je ferai une vidéo pour ouvrir les inscriptions, pour vous donner tout le contenu du voyage, le prix, et vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'inscrire. Donc c'est à vous, je vous laisse voter, et maintenant on peut passer à la review de Raw. Alors le show commence avec une image de Brock Lesnar et Paul Heyman qui sont en coulisses, et à ce moment-là les commentateurs nous précisent que ce soir Brock Lesnar doit annoncer contre quel champion il compte encaisser sa mallette Money in the Bank. Et tout de suite après on a le droit à l'entrée de Kofi Kingston, le champion de SmackDown. Kofi monte sur le ring et il prend le micro pour expliquer que lors du dernier épisode de SmackDown, Big E a effectué son retour, mais Kevin Owens a à nouveau blessé Big E quand il l'a attaqué en coulisses. Et juste une remarque intéressante, Corey Graves a bien précisé aux commentaires que apparemment, supposément, c'est Kevin Owens qui a blessé Big E, mais on n'en est pas sûr. Donc voilà, il y a un doute malgré tout autour de l'attaque de Big E. Ensuite, Kofi Kingston parle du fait que Dolph Ziggler l'a attaqué, mais il dit que Dolph Ziggler n'a pas terminé le travail. Kofi dit qu'il s'occupera de Ziggler plus tard, mais ce soir, il veut s'occuper de quelqu'un d'autre. Kofi explique qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme l'un des meilleurs champions du monde de l'histoire, et une des meilleures manières pour qu'on se souvienne de lui, ce serait de battre Brock Lesnar. Donc à ce moment-là, il demande à Brock Lesnar de venir tout de suite et d'encaisser sa mallette Money in the Bank contre lui. Mais au final, c'est Seth Rollins qui fait son entrée, et donc Rollins prend le micro et il demande à Lesnar de venir sur le ring et prendre sa décision. À ce moment-là, Brock Lesnar fait son entrée, mais d'un coup la musique change, on a une musique qui bouge, et en fait Brock Lesnar prend à nouveau la mallette comme une boombox, comme une enceinte, comme il l'a fait la semaine dernière, et il commence à délirer les gars sur la musique comme ça en arrivant. C'est vraiment très marrant, honnêtement moi ça me fait mourir de rire. Je sais que certains ont trouvé ça un petit peu gênant, mais justement je trouve que c'est ça qui est drôle. Brock Lesnar qui sait qu'il ne sait absolument pas danser ou bouger, mais qui vient et qui se lâche totalement pour énerver les gens. Personnellement moi j'apprécie beaucoup ce Brock Lesnar. Et Lesnar monte sur le ring avec sa mallette toujours positionnée sur son épaule, il fait semblant de danser devant Seth Rollins, devant Kofi Kingston, mais il n'annonce toujours rien. Et au final ça a énervé Seth Rollins, donc il est sorti du ring et il est retourné en coulisses. À ce moment-là, Paul Heyman prend le micro et il dit que c'est vraiment du Seth Rollins tout craché que de gâcher la fête, parce que ce soir en fait c'est la Brock Party, c'est la fête de Brock Lesnar. Et Heyman précise que Brock Lesnar était sur le point d'annoncer sa décision, mais au final, à cause de Seth Rollins, il ne va pas le faire maintenant. Et pour terminer, Heyman se tourne vers Kofi Kingston et il lui dit que s'il est énervé, il n'a qu'à en vouloir à Seth Rollins car c'est de sa faute. Et à ce moment-là, Heyman et Brock Lesnar retournent en coulisses. On pense donc que c'est la fin du segment, mais d'un coup en fait, alors que Kofi Kingston est tout seul dans le ring, Dolph Ziggler débarque par derrière et il commence à attaquer Kofi Kingston. Il l'amène à l'extérieur du ring sur la rampe d'entrée et là, il lui porte le zigzag. Puis Ziggler va chercher une chaise, mais au final, Xavier Woods arrive pour aider Kofi Kingston et à ce moment-là Dolph Ziggler s'enfuit. Du coup les officiels viennent pour aider Kofi Kingston et l'emmener en coulisses, mais à ce moment-là Dolph Ziggler revient et il attaque Xavier Woods, donc les deux commencent à se battre pendant que Kofi Kingston est amené en coulisses pour être soigné. À la base c'était Xavier Woods qui avait le dessus jusqu'à ce que Dolph Ziggler prenne une chaise et là il a commencé à mettre des coups de chaise à Xavier Woods, puis il a ramené Xavier Woods dans le ring. Pour info d'ailleurs à ce moment-là on a commencé à voir du sang, donc apparemment Dolph Ziggler s'était coupé légèrement quelque part. Et donc Ziggler continue en mettant d'autres coups de chaise sur le dos de Xavier Woods, puis il continue en plaçant la tête de Xavier Woods dans la chaise, mais à ce moment-là, Kofi Kingston arrive à nouveau avec une chaise pour justement aider Xavier Woods et il fait fuir Dolph Ziggler. À ce moment-là, Ziggler se retrouve sur la rampe avec le micro et il commence à parler à Kofi Kingston. D'ailleurs, il dit qu'il pensait connaître Kofi Kingston, mais ce n'est pas le cas. Il dit que Kingston passe tout son temps sur Brock Lesnar et la mallette Money in the Bank, alors qu'en réalité, il devrait se concentrer sur Dolph Ziggler et leur match lors de WWE Super Showdown.
Et Ziggler répète un petit peu ce qu'il avait dit à SmackDown. En gros, il dit que tout ce qui est arrivé à Kofi Kingston, ça aurait dû être lui. Et il termine en disant que justement, lors de WWE Super Showdown, ce sera enfin lui qui va gagner. Ensuite, les commentateurs nous précisent que ce soir, on aura le droit à un match par équipe féminin. On aura le droit à Becky Lynch et Nikki Cross contre les championnes par équipe, les Iconics. Et à côté de ça, on aura le droit à un match à 4 entre The Miz, Braun Strowman, Baron Corbin et Bobby Lashley. Et le vainqueur de ce match affrontera Seth Rollins lors de WWE Super Showdown pour le titre universel. Les commentateurs précisent d'ailleurs qu'à la base, c'était AJ Styles qui devait être dans ce match à 4, mais suite à une blessure au dos, il a été remplacé par Baron Corbin. Ensuite, un segment dont je vais très rapidement vous parler. Il faut savoir que hier, c'était le Memorial Day aux États-Unis. Et du coup, en fait, plusieurs fois durant la soirée, on a retrouvé les catcheurs à l'extérieur de l'arène, sous une espèce de tente pour une espèce de fête, en fait. Un espèce de barbecue, on va dire. Et les segments ont principalement tourné autour des Usos et des Revival qui s'affrontaient à différents jeux pour voir qui était la meilleure équipe. Ensuite, on retrouve Charlie Caruso qui va voir Shane McMahon en coulisses et elle lui dit qu'elle est assez étonnée d'apprendre que ce soir Shane McMahon va catcher à Raw, ce qui est assez rare. Et donc Shane, qui est d'ailleurs accompagné par Drew McIntyre, dit qu'il va prochainement s'occuper de Roman Reigns et il va le battre comme il va battre son adversaire ce soir. Shane dit qu'il a grandi au premier rang des shows de la WWE et donc il connaît Afa et Sika, il les connaît même très bien, voire peut-être même mieux que Roman Reigns. Pour info, en fait, Sika est le père de Roman Reigns. Et en fait, le but de tout ce speech, c'était d'amener un des membres de la famille de Roman Reigns comme adversaire de Shane McMahon. En fait, il s'agit d'un des jeunes cousins de Roman Reigns, Lance Anoa'i. Lance fait son entrée, il arrive sur le ring, et au moment où l'arbitre va vers Shane McMahon, à ce moment-là, Drew McIntyre tire Lance en dehors du ring, et là, il commence à l'attaquer. Et en gros, il s'est acharné sur lui, il l'a jeté plusieurs fois contre les barrières, puis il l'a remis dans le ring. Et à ce moment-là, Lance était clairement mal en point, mais Shane demande à l'arbitre de sonner la cloche pour débuter le match. On pensait du coup que ça allait être très simple pour Shane McMahon qui commence à mettre quelques coups de poing à Lance, mais au final Lance a essayé de se défendre un petit peu. D'abord il a mis quelques coups de poing et à un moment il a même réussi à faire un dropkick, mais au final Shane McMahon a réussi à le remettre au sol et c'est bien Shane qui a remporté le match avec une soumission. Et après le match en fait Shane a continué à porter la prise et il a pris le micro et il a commencé à parler du père de Roman Reigns et il a dit que la plus grosse erreur qu'a fait le père de Roman Reigns c'est justement de faire un enfant, c'est de faire Roman Reigns. À ce moment là forcément Reigns a fait son entrée, il a commencé à courir vers le ring, McIntyre était sorti pour l'accueillir mais il s'est pris un Superman Punch. Ensuite Roman Reigns a réussi à attraper Shane McMahon et également lui porter un Superman Punch, puis il voulait lui porter un Spear mais au final McIntyre a réussi à sauver Shane McMahon et ils se sont enfuis pendant que Roman Reigns a sauvé son cousin. On continue maintenant et donc c'était le début de la deuxième heure si je me rappelle bien et à ce moment-là en fait on a à nouveau le droit à l'entrée de Brock Lesnar et Paul Heyman. Et à ce moment-là les commentateurs nous précisent qu'il y a un arbitre dans le ring donc peut-être que Brock Lesnar va encaisser sa mallette Money in the Bank maintenant. Heyman et Lesnar montent sur le ring et Heyman prend le micro pour dire que c'est l'heure, c'est le moment où Lesnar va annoncer son choix. D'ailleurs il a le contrat Money in the Bank en main et il commence à le lire. À ce moment-là Seth Rollins fait son entrée et il commence à dire qu'il en a marre que Brock Lesnar se moque de tout le monde et s'il veut encaisser sa mallette il n'a qu'à le faire tout de suite maintenant. Mais Paul Heyman le coupe et il continue de lire le contrat Money in the Bank et d'un coup en fait il y a une clause qui frappe Brock Lesnar car quand Paul Heyman lit le contrat il précise que Brock Lesnar a 1 an pour annoncer sa décision et encaisser sa mallette Money in the Bank. Et à ce moment-là en fait Brock Lesnar tilt comme s'il était pas au courant et il se retourne vers Paul Heyman et il lui dit attends répète, j'ai 1 an pour prendre ma décision. Et là, Paul Heyman lui dit bah oui, je pensais que tu savais. Et d'un coup, Brock Lesnar prend le contrat et il met une gifle à Paul Heyman avec. Et il commence à lui dire bah non, j'étais pas au courant. Mais alors pourquoi je suis là en fait si j'ai 1 an pour prendre la décision. Et là, Lesnar regarde Seth Rollins et lui dit bah va te faire voir. Et il sort du ring sans annoncer sa décision. Donc voilà, d'un côté, je vous avoue que ça me va parce que ça veut dire qu'on risque d'avoir Lesnar qui peut débarquer à n'importe quel moment, n'importe où. Mais juste pour faire chier en fait au niveau des détails, je vous avoue que ça me dérange un petit peu l'excuse qu'a utilisée la WWE dans le sens où c'est impossible logiquement que Brock Lesnar ne soit pas au courant. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans que le contrat Money in the Bank existe et par exemple lui-même en fait il se l'est fait encaisser contre lui dans le sens où Seth Rollins l'a encaissé lors du main event de WrestleMania entre Roman Reigns et Brock Lesnar et à ce moment-là justement Seth Rollins avait clairement attendu très longtemps avant d'encaisser sa mallette. Donc voilà, je veux dire c'est un petit peu bizarre l'excuse qu'ils ont utilisée mais bon je vais pas trop insister sur les détails. Et d'un coup pour info on a des nouvelles du titre 24/7 car on voit R-Truth qui saute par-dessus les barrières et qui arrive sur le ring. Et donc il est suivi par Eric Young, Drake Maverick, EC3, les Good Brothers qui essayent tous de faire le tomber sur R-Truth, mais au final il réussit à s'enfuir avec Carmella sur le dos. Ensuite on retrouve à nouveau Charlie Caruso en coulisses avec AJ Styles dans la salle de repos ou de soins on va dire, et donc elle lui pose des questions par rapport à sa blessure. Et Styles explique que lors de son match à Money in the Bank, il a entendu un petit pop dans le bas de son dos. Et donc Styles explique qu'il aimerait pouvoir lutter mais clairement ce n'est pas le cas, et vraiment il est triste de devoir donner sa place ce soir dans le match à 4. Puis Caruso lui demande combien de temps il ne pourra
pourra pas catcher, mais Styles dit qu'il ne sait pas encore, il doit passer d'autres tests. Mais à ce moment-là, d'un coup, il se prend un coup de poing directement de Baron Corbin. Et donc Baron Corbin met AJ Styles au sol, puis il part. Je vous avoue que j'ai trouvé que ça, c'était de la bonne hit de la part de Baron Corbin. Hier soir, pour une fois, j'avais vraiment envie de le détester parce qu'il était détestable, pas juste parce qu'il est inutile. Ensuite, on a droit au match par équipe entre Becky Lynch et Nikki Cross contre les championnes par équipe de la WWE, les Iconics. On a eu le droit à un match de 10 minutes et au final, c'est Becky Lynch et Nikki Cross qui ont remporté le match grâce à une sorte de souplesse urinagi de Becky Lynch, et les commentateurs ont précisé que le nom de la prise c'est The Man Handle Slam. Puis le troisième match de la soirée c'était Ricochet contre Cesaro, et je vais me répéter comme la semaine dernière, mais ces deux catcheurs vont tellement bien ensemble, ils catchent tellement bien ensemble, les styles collent parfaitement, et du coup ça nous donne de super matchs à chaque fois. Et en gros lors du dernier match la victoire était allée à Cesaro, et du coup ce soir la victoire est allée à Ricochet en une dizaine de minutes, grâce à un très beau Frankensteiner ou Hurricane Rana. Et ce qui est super en fait avec Cesaro, c'est qu'il vend super bien les prises de Ricochet, et tous les catcheurs en fait n'arrivent pas forcément à s'adapter au style de Ricochet. Ensuite, Michael Cole nous parle de la situation du titre des États-Unis. Donc, je vous ai parlé de la situation du titre des États-Unis dans la vidéo que j'ai fait ce week-end sur le masque de Rey Mysterio. Donc, comme d'habitude, je vous laisse le lien au-dessus de l'écran. Et en gros, Michael Cole précise que Rey Mysterio s'est bien blessé lors de Money in the Bank suite à l'attaque de Samoa Joe après le match. Il s'est blessé à l'épaule en fait. Son épaule s'est séparée ou disloquée, on va dire. Et du coup, il va être absent pendant un certain temps. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, Rey Mysterio sera à Raw pour rendre le titre des États-Unis vacant. Donc, Rey Mysterio va devoir rendre son titre à cause de sa blessure. Et à ce moment-là, forcément, on a le droit à l'entrée de Samoa Joe. Samoa Joe qui arrive vers la table des commentateurs. Et Joe dit que Rey Mysterio fait la bonne chose en rendant le titre et que Samoa Joe sera là, il sera patient, il va attendre et il récupérera son bien. Ensuite, on a eu des promos de tous les catcheurs qui seront dans le match à 4 ce soir pour déterminer qui va affronter Seth Rollins à WWE Super Showdown. Et ensuite, on a le droit au match, donc entre deux mises, Baron Corbin, Bobby Lashley et Braun Strowman. Gros match de 16 minutes avec beaucoup d'action. Et vers la fin du match, Bobby Lashley et Braun Strowman ont commencé à se battre ensemble et à s'éloigner du ring. Ils ont commencé à aller à travers la foule, etc. Du coup, on s'est retrouvé avec Baron Corbin et The Miz dans le ring. Et The Miz était assez bien lancé, mais d'un coup, Baron Corbin a réussi à lui porter le End of Days pour la victoire. Donc on aura le droit à Baron Corbin contre Seth Rollins pour le championnat universel lors de WWE Super Showdown qui a lieu dans 12 jours je crois en Arabie Saoudite. Ensuite on a le droit au nouvel épisode de Firefly Funhouse, la série de Bray Wyatt, et honnêtement c'est indescriptible en fait. Tout ce que je pourrais dire c'est que Bray Wyatt joue incroyablement bien, et en gros en fait pour moi la Firefly Funhouse c'est mon rayon de soleil lors de chaque épisode de Raw, c'est ce que j'attends le plus à chaque fois maintenant. En gros en fait il demande au public s'ils ont aimé son secret qu'on a aperçu il y a 2 semaines, donc en fait cette espèce de nouveau masque, et donc Wyatt continue en disant que c'est difficile d'être courageux quand on est seul, et donc c'est pour ça en fait qu'il met ça sur sa tête, et donc là il montre le masque à nouveau qui est dessiné en fait sur une feuille, et il met la feuille devant lui. Il explique que c'est pour ça qu'il met le masque, parce que le masque lui permet de faire ce qu'il souhaite. Et à la fin, en fait, une des marionnettes a parlé de limbo, et d'un coup, la Bray Wyatt a tilté, il a dit limbo, et d'un coup, tu vois 2 enfants qui tiennent une barre de limbo, et donc Bray Wyatt se met dans sa position d'araignée, et il fait le limbo, en fait, il passe sous la barre dans cette position d'araignée, et il termine à nouveau avec cette phrase qu'il répète toujours, let me in, laissez-moi rentrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est me laisser rentrer. Donc voilà, je vous avoue que vraiment, moi limite, j'en peux plus. J'ai hâte de voir maintenant Bray Wyatt de retour dans les rings, de retour à la WWE devant le public. Et j'espère que le public saura l'accueillir. Pour moi, il faut des grosses pop quand Bray Wyatt sera de retour. Et il faut accueillir ce personnage comme il se doit. Parce que je saurais même pas dire combien de temps ça fait qu'on n'a pas vu Bray Wyatt catcher, mais ça fait au moins 6 mois, si ce n'est plus, qu'on ne l'a pas vu dans les rings WWE, en tout cas à la télé, car il a fait quelques apparitions en house show. Donc voilà, je vais dire, il serait temps de peut-être un petit peu accélérer la chose. C'est cool d'avoir des petits segments de 2 minutes comme ça pour construire le personnage, mais est-ce qu'au final on pourrait peut-être pas avoir 2-3 segments de 2 minutes par épisode pour avancer un petit peu plus vite et avoir de nouveau Bray Wyatt de retour maintenant, de retour dans les rings pour catcher, pour faire ce qui est à la base son travail quoi, parce que je veux dire sa carrière avance, il vieillit le type quoi. Ensuite on a eu le droit à l'entrée de Sami Zayn pour un nouveau segment qui est présenté par Corey Graves, c'est la chaise électrique. Et en gros en fait le catcheur s'assoit dans une chaise électrique et à ce moment là c'est le public qui pose des questions et le public peut demander ce qu'il souhaite. Donc avant de continuer avec le segment, juste une petite remarque, et encore une fois ça dépend des goûts de tout le monde. Moi je vous avoue que voilà la chaise électrique, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi? Il n'y avait pas d'autre nom, je veux dire. Les gars ont des équipes de marketing de malades qui payent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars à l'année. Des gars qui sont dans des bureaux avec des cravates et qui veulent faire les beaux. Comme Cody Rhodes le dit, t'as l'impression quand tu les vois que c'est eux qui amènent les gens dans la salle et pas les catcheurs, tellement ils ont un ego surdimensionné ces mecs. Et je veux dire, ces mecs sont pas capables de trouver mieux que la chaise électrique et de nous amener une fausse chaise électrique dans le ring.
Je veux dire, voilà, je veux pas faire le vieux con, mais une chaise électrique, c'est un truc qu'on utilise pour tuer les gens quand même, les gars. Bon, encore aujourd'hui, normalement, c'est illégal dans la plupart des États aux États-Unis. Mais je veux dire, voilà, c'est un truc pour mettre fin à des vies. Donc, est-ce qu'utiliser l'image d'une chaise électrique, c'était intelligent pour ce segment? Et est-ce que c'était utile surtout? Moi, je pense que non. Moi-même, je suis persuadé que non. Il y avait mieux à faire, selon moi. Et donc la première question d'un fan dans le public, c'était de demander à Sami Zayn quand est-ce qu'il va prendre sa retraite. Et à ce moment-là, Sami Zayn a répondu en demandant aux fans si ses parents étaient frères et sœurs. Honnêtement, le segment n'était même pas génial en fait, il y a eu différentes questions de la part des fans, mais Sami Zayn ne répondait jamais vraiment en fait. Au final, il s'énervait à chaque fois contre les fans, il les menaçait de les frapper par exemple. À la fin, un fan a demandé à Sami Zayn pourquoi est-ce qu'il n'est pas champion universel depuis son retour. Et Sami Zayn a dit qu'il pourrait être champion s'il le souhaitait, mais qu'actuellement ce n'est pas ce qui l'intéresse. Puis il se moque de tous les fans et il se moque du niveau des questions des fans en disant que les fans auraient pu lui demander n'importe quoi. Ils auraient pu par exemple lui poser une question par rapport à la AEW. Et là donc c'était assez choquant parce que Sami Zayn a mentionné la AEW en direct. Et c'est fou en fait de la part de la WWE parce qu'à l'époque la WWE ne mentionnait jamais sa concurrence directe, c'est-à-dire la WCW il y a 20 ans ou par exemple la TNA il y a 10 ans. Maintenant c'est vrai que la WWE le fait plus fréquemment, elle a déjà mentionné la Ring of Honor à la télé, l'année dernière elle a mentionné Impact, je me souviens, lors du Raw le lendemain de WrestleMania 34, c'est Kurt Angle qui avait mentionné Impact, et la WWE mentionne également souvent la New Japan quand il parle des titres que certains catcheurs japonais ont gagnés à la New Japan. Mais je vous avoue que je m'attendais pas à ce que Sami Zayn mentionne la AEW à l'écran, et donc selon moi en tout cas c'est mon avis, pour le moment j'ai pas lu les news, mais clairement je pense que tout ça a été prévu. Je veux dire, Sami Zayn n'aurait pas osé prendre ce risque tout seul, selon moi clairement Vince McMahon lui a dit n'hésite pas à mentionner la AEW, pour profiter tout simplement un petit peu du buzz. Je veux dire, s'ils nous citent et s'ils se font de la pub sur nous, autant qu'on en profite et qu'on se fasse un petit peu de la pub sur eux. Mais au final, heureusement, ce segment a été interrompu par Seth Rollins qui fait à nouveau son entrée, et donc il arrive sur le ring, il prend cette chaise électrique et il la jette à l'extérieur, il l'explose. Donc merci Rollins, j'espère qu'on la verra plus jamais cette chaise électrique. Et donc ça nous mène au 5e match de la soirée, Seth Rollins contre Sami Zayn. Et donc en fait c'était le début de la 3e heure de Raw. Et pour info je crois que je l'ai pas précisé la semaine dernière, mais maintenant en fait la WWE change le look de Raw lors de la 3e heure. Elle change un petit peu les lumières, elle met le logo sur l'écran. En gros c'est un petit peu différent, et c'est pour essayer de donner une ambiance différente à cette 3e heure de Raw, pour essayer de faire en sorte que les gens restent, parce que c'est l'heure qui fait à chaque fois le moins d'audience chaque semaine. Et l'histoire du match en fait c'est que Seth Rollins était blessé à un de ses genoux, donc forcément Sami Zayn s'est acharné sur ce genou, mais au final au bout de 20 minutes et au bout d'un très bon match, je trouve personnellement, c'est bien Seth Rollins qui a remporté le match grâce à son curb stomp. Donc voilà, on va dire que c'est un épisode correct de Raw sans plus, qui nous mène tout doucement vers WWE Super Showdown. Le problème en fait c'est surtout WWE Super Showdown, c'est que beaucoup de fans se désintéressent de ce show, et à côté de ça je veux dire on se fout un petit peu des matchs de ce show pour la plupart. Donc voilà, malheureusement à chaque fois qu'on est avant un show en Arabie Saoudite, les Raw et SmackDown avant ces shows peuvent pas être géniaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!